Renaud Gonèche, bonjour. Bonjour. Le Parlement européen raisonne de la bataille qui existe en ce moment entre Viktor Orban et M. Juncker. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Eh bien, ça m'inspire un certain intérêt et même un certain amusement. Monsieur Orban est le Premier ministre hongrois. Il s'est refusé absolument à accepter la politique migratoire que voulait lui imposer l'Union européenne. Il dit qu'il n'est pas entré, son pays n'est pas entré dans l'Union européenne pour cela. Et du coup, il est très mal vu, bien sûr. Il critique... Bien qu'il soit PPE. Ces députés sont membres du groupe PPE, Parti populaire européen, qui n'a rien de vraiment populaire, qui se dit un groupe démocrate chrétien. Je ne sais pas s'ils sont démocrates, mais en tout cas, je suis sûr qu'ils ne sont pas très chrétiens. Enfin, au moins, je ne parle pas de leur pratique personnelle, mais je parle de leur vote, de leur prise de position. Mais c'est le groupe le plus important de cette Assemblée, dont font partie également les Républicains. Alors, on a une situation paradoxale. M. Juncker, qui est aussi de cette mouvance, dont il est l'élu en quelque sorte, est critiqué en Hongrie par M. Orban et dit par conséquent que M. Orban ne devrait plus figurer dans ce groupe. Ce groupe est lui-même divisé. Mais on garde pour le moment les députés de M. Orban parce qu'on a peur qu'ils aillent vers Marine Le Pen et vers nos amis italiens. Voilà. C'est sûr que si on veut les jeter dans les bras de notre ami Salvini, ce que j'espère vivement pour ma part, et n'ont qu'à continuer comme ça. On lui reproche, en opposition à la politique migratoire, on lui reproche aussi une politique familiale qui ne repose pas sur l'avortement massif, sur la promotion du LGBTI, lesbiennes, gays, bi, transsexuels, non, qui est une politique familiale extrêmement audacieuse. Il a annoncé que les femmes qui auraient 4 enfants seraient à vie exonérées d'impôts. Il a annoncé toute une série de prêts pour les familles. Si les familles s'agrandissent et qu'elles veulent une plus grande voiture, il y aura un prêt pour cela. Il y a un prêt aussi pour les jeunes ménages, un prêt bonifié pour permettre d'acquérir l'appartement ou la maison dont ils ont besoin pour héberger leur famille. Bref, toute une série de mesures que je crois très utiles et dont on ferait bien de s'inspirer. M. Orban dit très clairement, il a dit textuellement, à l'Ouest, dans les pays d'Europe de l'Ouest, la seule remède qu'il voit à la dénatalité, c'est l'immigration massive. Nous avons besoin d'enfants hongrois. Et il a d'autant plus raison que d'ailleurs son pays a perdu ces dernières années 10% de sa population. C'est une politique volontariste, comme je voudrais en voir en France. Mais alors pourquoi dit-on qu'il y a un discours de haine de la part de M. Orban à l'égard de parce qu'il n'est pas conforme, parce qu'il n'est pas conforme précisément à la doxa qui règne ici en maître, et notamment qu'il n'est pas immigrationniste. Alors, revenons à la France. M. Juppé a été désigné pour siéger au Conseil constitutionnel. Oui, on s'est beaucoup ému des larmes que M. Juppé avait versées en annonçant qu'il quittait la mairie de Bordeaux. Mais s'il ne voulait pas être si triste, je pense qu'il fallait qu'il reste maire de Bordeaux. Parce que, évidemment, il aurait renoncé à un siège pour 9 ans au Conseil constitutionnel à 13 000 € par mois, mais enfin, il ne tenait qu'à lui de rester maire de Bordeaux. Alors, je ne veux pas accabler M. Juppé, c'est un homme dont je ne partage pas les idées, les convictions, le comportement, mais qui a été scandaleux à certains moments, notamment quand il faisait lui-même la leçon dans les classes d'école primaire ou secondaire contre le Front National, explicitement, après l'élection de 2002. Bon, mais je rappelle quand même que M. Juppé a été déchu de son mandat et a été condamné en justice parce qu'il était l'homme la cheville ouvrière de l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. N'est-ce pas? C'est tout à fait différent d'ailleurs de nos assistants que l'on dit fictifs. On dit que nos assistants sont fictifs parce qu'ils travaillaient trop. Voilà, travaillaient aussi pour le Front National, oui, plutôt que pour le Parti Socialiste. Mais les employés de la mairie de Paris devaient servir l'administration et les services parisiens, et au lieu de ça, ils servaient le RPR. C'est pas tout à fait pareil. Et M. Juppé a été condamné. Je trouve curieux qu'un homme qui a été condamné, on le nomme au Conseil constitutionnel. Voilà ce que j'ai à en dire. Alors, il y a un organisme qui pourrait peut-être s'adresser à M. Juppé, c'est le Bastion social, puisqu'il y a une menace de dissolution qui pèse sur lui, a annoncé M. Macron. Oui, c'est un petit groupe, je dirais, nationaliste radical, mais je ne crois pas qu'on ait des violences à leur reprocher. Moi-même, j'avais
prononcé à leur demande une conférence devant eux à Strasbourg. Et les violences dont ils étaient l'objet à Strasbourg, c'était les violences que faisaient régner les gauchistes, les prétendus antifa et toute la racaille habituelle que l'on exonère généralement de toute responsabilité. Alors je trouve ça assez extraordinaire. Ceci est annoncé par M. Macron, président de la République, alors que ça ne relève pas directement de sa compétence, au dîner du Conseil représentatif des institutions juives. La plupart de mes amis juifs ne se reconnaissent pas dans cette organisation. Ils n'estiment pas qu'elle soit représentative de ce qu'ils sont. Mais ceci est une autre affaire. Alors, en quelque sorte, c'est une réponse, paraît-il, à cet antisémitisme croissant, anti-judaïsme, en fait, puisque les Arabes appartiennent aussi à la famille sémitique. Bon, je trouve ça extraordinaire. On a fait la une des télévisions pendant des jours sur la prise à partie, que je crois détestable personnellement, de M. Finkielkraut. Bon. C'est un fait. Bon, mais qui n'a pas voulu porter plainte. Voilà, je trouve les idées de M. Finkielkraut, que je ne partage pas toutes, mais c'est un homme avec lequel on peut discuter. Bon, toujours est-il qu'il y a, par transposition du conflit israélo-arabe, un manifestant dans les Gilets jaunes, dont on sait que c'est un musulman qui a des tendances plutôt vers le salafisme, qui l'a prise à partie en lui disant « tu iras en enfer », etc. Bon. Et la réponse de M. Macron, c'est d'interdire une organisation qui n'a absolument rien à voir avec ce genre de prise à partie. Je trouve ça tout à fait scandaleux. Ils pourront, je leur conseille d'attaquer, s'il y a un décret de les dissolvant, en quelque sorte, prononçant leur dissolution, je leur conseille de l'attaquer devant le Conseil d'État et de poser ce qu'on appelle une QPC, c'est-à-dire une question prioritaire de constitutionnalité, qui sera tranchée par le Conseil constitutionnel. Je crains qu'avec M. Juppé, il n'y ait pas beaucoup de chance. France toujours, l'INSEE signale dans son dernier rapport un frein à la croissance de l'emploi, puisque alors que 300 000 emplois avaient été créés en 2017, seulement 100 000 l'ont été en 2018, et les économistes voient un amollissement des tendances générales de l'emploi. Oui. Dans ce contexte, il sera difficile d'accéder à la promesse de M. Macron, qui avait annoncé vouloir 7% de chômage en France. En réalité, les indicateurs ne sont pas au vert, contrairement à ce que l'on essaie de nous faire croire. Ils sont au rouge. 300 000 créations d'emplois il y a 2 ans, 100 000 cette année. Dans l'emploi privé, précisément. Oui, ce sont ceux qui sont quand même les plus productifs, qui ont au moins le mérite de ne rien coûter à la collectivité et même de lui rapporter. Bon, on mettra ça sans doute sur la crise des Gilets jaunes pour essayer de s'exonérer de ses responsabilités. Moi, je crois que c'est directement dû au fait qu'il est de plus en plus impossible en France d'être un entrepreneur. Vous voulez être serrurier, boulanger, menuisier, il faut être docteur en droit social, il faut accomplir quantité de formalités administratives, il faut être sans cesse persécuté par l'administration, l'administration tout court, l'administration fiscale, etc., victime de règlements français, européens. Les gens n'en peuvent plus. Et ils ne peuvent plus créer des emplois. Et non seulement cette situation ne s'améliore pas, mais la pollution bureaucratique augmente avec cette véritable usine à gaz qu'est le prétendu prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Alors on impose maintenant à chaque employeur d'être le percepteur d'impôts de ses salariés pour le compte de l'État. C'est monstrueux, c'est une contrainte de plus. Le prélèvement à la source ne se justifie que dans les pays où il y a la flat tax. Évidemment, si on décide que tout revenu est frappé arbitrairement de 10% ou 15% d'impôts, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de déclaration d'impôts. Ça se fait de façon automatique. Il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas de bureaucratie. Dans notre pays, c'est une aberration. Au règlement français s'ajoutent les décisions d'autres pays, puisque oui. L'Allemagne, suite à l'affaire de l'assassinat de Jamal Khashoggi, par l'Arabie saoudite, dit-on, a suspendu les livraisons de matériel militaire direct et indirect vers ce pays, ainsi que vers plusieurs autres, comme les Émirats arabes unis, l'Égypte et même l'Indonésie et l'Inde. Il en ressort que plusieurs matériels d'Airbus, dont l'A330, dont l'Eurofighter, dont des missiles de croisière, se retrouvent bloqués à l'exportation, y compris lorsqu'ils appartiennent à des entreprises étrangères. Oui. Quelle est votre opinion ? Mon opinion, c'est que c'est tout à fait dramatique, d'ailleurs, pour notre industrie d'armement. Je suis favorable à notre industrie d'armement parce qu'elle est la condition de notre indépendance. Si nous étions dépendants
d'un armement étranger, nous ne serions plus libres de notre défense et par conséquent de notre politique étrangère. Bon, je ne suis pas, disant cela, je ne suis pas un belliciste, au contraire. Mais cela prouve que dans la coopération européenne, il faut être extrêmement prudent, parce que là, quelquefois, les paralysies que vous faites observer, qui sont très exactes, elles sont du fait de la livraison d'une pièce détachée qui entre pour très peu de choses dans la valeur ajoutée de ce matériel. Pour très peu de choses, mais qui est indispensable à son fonctionnement. Alors, en quelque sorte, l'Allemagne nous impose son embargo, ça paralyse les livraisons, ça risque de coûter très cher à nos industriels en pénalité auxquels ils se sont engagés, s'ils ne sont pas capables de livrer à temps ce matériel. C'est désastreux. Et cependant, un autre Airbus est en voie de conception entre la France et l'Allemagne, et tout récemment a-t-on appris la Pologne. Ce serait un Airbus des batteries, pour pouvoir concurrencer sur le monde de la voiture électrique les entreprises asiatiques qui sont en ce moment les premières productrices. Cela n'a d'Airbus évidemment que le nom. Quand M. Macron parle de ça, il veut dire que ce serait une coopération réussie, une coopération européenne réussie comme l'est l'Airbus. Bon. Je fais à ce sujet la même observation que précédemment. Je rappelle quand même qu'Airbus ne doit rien à ces institutions ici, au système de Bruxelles. Hein, c'est un consortium industriel avec ce qu'on appelle des joint ventures, des participations multiples, et puis des apports de pièces détachées sur l'avion qui est assemblé à Toulouse. Bon. Qu'on fasse ça pour les batteries, ça me paraît heureux, parce que nous sommes à l'heure actuelle totalement dépendants de la Chine. Bon. Ceci est fait dans la perspective de la voiture électrique. Il ne faut pas croire que la voiture électrique ne sera pas polluante, parce que d'abord l'électricité, comme je l'ai dit 100 fois, n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur de l'énergie, il faut la produire. Et à l'heure actuelle, on ne la produit qu'avec des centrales thermiques ou l'énergie atomique. Bon, je ne sais pas ce qu'en pensent nos collègues écologistes. Bon. Deuxièmement, les batteries supposent des matériaux rares, précieux, des terres rares, etc., dont la Chine a pour le moment un quasi-monopole, et aussi des matériaux dont la fabrication d'une part, et ensuite l'élimination lorsqu'ils sont à l'état de déchets est extrêmement difficile et extrêmement coûteuse. Ceci étant, s'il y a une coopération industrielle réussie avec nos voisins, personnellement, je m'en réjouirais. On ignore comment correspondront entre eux les acteurs de cette industrie. On peut penser qu'ils correspondront en anglais. L'anglicisation de la langue française a fait le souci d'André Valigny qui, dans une tribune au Figaro du 11 février, s'est ému de ce que de plus en plus souvent le discours public, le discours de l'enseignement, le discours médiatique et le discours commercial s'alourdissent de mots de la langue anglaise plutôt que de faire appel au français. Oui. Il propose face à cela une clause de francophonie et une valorisation des échanges avec la sphère francophone qui représente 20% des échanges mondiaux. Quel est votre avis ? Oui, je félicite M. Valigny. M. Valigny est un socialiste. Ce n'est pas parce qu'un socialiste dit qu'il fait jour à midi que je vais me prétendre le contraire. C'est un socialiste que je connais, qui est sénateur de l'Isère, qui a été, je crois, secrétaire d'État ou ministre, peu importe, justement sur ces questions de francophonie. L'article qu'il a fait dans le Figaro est un article intéressant, un article très complet. Ça devient insupportable. Et personnellement, ça fait aussi longtemps que je le dis avec d'autres personnalités, comme M. Vernochet, qui est aussi un de nos amis, qui a eu des fonctions très importantes dans la francophonie. Alors, je vais vous donner les derniers exemples. Bon, les supermarchés champions, nous dit M. Valigny, deviennent des Carrefour Market ou des Carrefour City. Les relais H, qu'on trouve dans les gares, deviennent des relais Relay, R-E-L-A-Y. Bon, Monoprix devient Daily Monop. Les slogans en anglais ne se comptent plus, comme Born to be a super papa. Voilà, c'est pour de Marionneau. Dans les rayons de magasins, c'est man, woman et kids, hein, à la place de hommes, messieurs, dames et enfants, etc., etc. France Télévisions a lancé une émission qui s'appelle Actuality. Pourquoi pas Actualité, au singulier ou au pluriel. iTélé, qui avait déjà sa newsroom, est devenue CNews, bon, etc. Les fashion, le musée des arts décoratifs expose Fashion Forward, 3 siècles de mode. Il me semble que la France a joué dans la mode un rôle dominant. Il n'est pas nécessaire d'angliciser, etc. Même la faculté Pierre et Marie Curie ouvre une Welcome Week
c'est devenu insupportable. Je demande le respect de la loi Toubon qui exige que la publicité à la télévision soit en langue française. Je me fous complètement de savoir si Renault est c'est la French Touch. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si c'est une bonne voiture. Et ça peut se dire également en français. Hein. Mais voilà, et on voit cela se répandre. C'est à mon avis, je reprends les avertissements du professeur Etiamble il y a 30 ans, c'est à mon avis très dommageable pour notre identité. Et je parle anglais, enfin mal, mais je le parle, je peux soutenir une discussion, un débat en anglais et être compris. Bon, mais j'estime que quand on s'exprime en français, on doit avoir le respect de sa langue, qui est un facteur essentiel de notre identité. Et alors, pour les institutions européennes, donc avec le départ de l'Angleterre, quelle troisième langue, à part le français, l'allemand, quelle troisième langue voyez-vous, l'italien ? Le latin, qui est notre langue commune. Alors, j'avais proposé ça un jour, ça avait fait beaucoup rire. J'avais fait même un discours en latin, mais je vous signale que quand en Israël on a décidé de parler hébreu, l'hébreu était une langue morte, déjà au temps du Christ. On parlait l'araméen, qui était une langue parlée, qui n'était plus l'hébreu. Eh bien, l'État d'Israël a réussi à ressusciter l'hébreu. Je ne vois pas pourquoi nous ne ressusciterions pas le latin. Merci Bruno Gonesch.